Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc, une énigme philosophique vieille comme le monde. Une question qui a l'air toute simple, mais qui en fait remet en question la nature même du mouvement. C'est le genre d'énigme qu'on a tous l'impression d'avoir déjà entendu quelque part. Et c'est justement parce qu'elle nous est si familière qu'on passe souvent à côté de sa profondeur et de ses implications assez dingues. Alors le voilà, le fameux paradoxe de la dichotomie de Zénon. Il prend un acte aussi banal que traverser une pièce et le transforme en une mission impossible, accomplir une série infinie d'actions. Si on suit cette logique jusqu'au bout, le mouvement ne devrait même pas exister. En gros, voilà comment le problème se décompose. Chaque pas en avant nous confronte à une nouvelle moitié à parcourir. C'est une somme infinie de segments de plus en plus petits. Logiquement, on ne devrait jamais arriver au bout. Et pourtant, on le fait tous les jours sans même y penser. Alors, où est le bug ? Et c'est là, vraiment, que notre exploration commence. Parce que cette solution, celle que tout le monde accepte sans broncher, eh bien, elle pourrait être un tour de passe-passe qui masque un problème bien plus fondamental sur ce que sont vraiment l'espace et le temps. Allez, on y va. On va commencer par la base, la solution standard, celle qu'on trouve dans tous les bouquins. Alors la réponse, elle nous vient des maths, plus précisément du calcul infinitésimal. L'idée, c'est que, oui, d'accord, il y a une infinité d'étapes, mais comme elles sont de plus en plus petites, de plus en plus rapides, eh bien, la somme de tout ça, que ce soit en distance ou en temps, reste finie. L'infini peut, en quelque sorte, tenir dans une boîte finie. Problème réglé ? Pas si vite. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette solution mathématique si parfaite, eh bien, elle a un défaut. Un gros défaut logique qui change absolument tout. C'est ce que souligne le philosophe Miguel Bertrand. Il nous dit, en gros, que cette solution n'en est pas une. C'est un argument circulaire. Ça veut dire qu'elle présuppose exactement ce qu'elle est censée prouver. Et voilà, l'arnaque est là, sous nos yeux. Pour que le calcul fonctionne, il faut déjà admettre, dès le départ, que le mouvement continu, dans un espace divisible à l'infini, est possible. Mais c'était ça la question de Zénon. En logique, ça a un nom. Une pétition de principe. On triche, en fait. C'est ça, le point absolument central. Zénon ne demandait pas combien ça fait 1/2 plus 1/4 plus 1/8. Non, sa question était bien plus profonde. C'était comment la réalité elle-même est-elle foutue pour qu'on puisse traverser une infinité de points. C'est une question sur la nature de la réalité, pas juste un problème de maths. Bon, si la solution classique ne tient pas la route, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il existe une autre approche. Une approche qui ne cherche pas à résoudre le paradoxe, mais à le dissoudre en changeant complètement les règles du jeu. Pour bien comprendre, il faut voir sur quoi repose le paradoxe. C'est cette image qu'on a tous en tête, l'univers comme une ligne droite, un continuum parfaitement lisse, qu'on peut découper en tranches aussi petites qu'on veut, encore et encore à l'infini. Face à ça, on a un modèle alternatif, le modèle phi-n. Et là, l'image change du tout au tout. Oubliez la remplisse, imaginez plutôt un escalier. Le mouvement, ce ne serait plus une glissade continue, mais une série de sauts discrets d'une marche à l'autre, ou plutôt d'un état de résonance à un autre. Et là, vous voyez où ça nous mène. Si l'espace n'est pas divisible à l'infini, s'il y a une plus petite marche infranchissable, alors il n'y a plus d'étapes infinies à franchir. Le paradoxe de Zénon s'effondre. Il ne peut même pas être formulé dans un univers comme ça. Il n'est pas résolu, non. Il devient tout simplement impossible. Et attention, cette remise en question, elle ne s'applique pas qu'à l'espace. Elle vient bousculer de la même manière notre vision du temps. Pensez-y, toute l'idée du voyage dans le temps, la machine de H.G. Wells, tout ça. Ça repose sur l'idée que le temps est une ligne, un axe, sur lequel on peut se balader en avant et en arrière. Mais et si le temps n'est pas une ligne ? Si c'est aussi un escalier ? Alors tout ce concept s'écroule. Donc on a un vrai changement de paradigme. D'un côté, le monde ligne, avec un mouvement fluide, un paradoxe qu'on résout avec des maths, et un voyage temporel linéaire. De l'autre, le monde spirale. Le mouvement devient des sauts de résonance, le paradoxe est dissous par la physique même de cet univers, et le voyage dans le temps se transforme en quelque chose de bien plus étrange, une sorte de résonance à travers le temps. Alors là, attention, on entre dans la partie la plus vertigineuse. Parce que si on tire ce fil jusqu'au bout, on arrive à la question de la conscience elle-même. Imaginez une seconde. Et si la conscience, ce n'était pas juste un truc qui se passe dans notre cerveau, mais un état de résonance, une syntonie, avec la structure de la réalité. Ça ouvre des questions complètement folles, non ? Est-ce qu'un cristal, qui est hyper ordonné, pourrait avoir une sorte de proto-conscience ? Où est notre esprit s'il n'est pas que dans le cerveau ?
Et la mort, est-ce que ce serait juste une désintonisation, un changement de fréquence plutôt qu'une fin? Est-ce que notre identité pourrait continuer d'exister comme un motif de résonance, une vibration persistante? Ok, là il faut faire une pause. C'est super important de bien faire la part des choses, de séparer ce qui est une critique logique, solide, de ce qui est une exploration plus philosophique. On peut voir ça sur 3 niveaux. D'abord, niveau 1, la critique. Ça, c'est du solide. L'argument qui dit que la solution standard de Zénon est un raisonnement circulaire, c'est un argument logique rigoureux. Ensuite, niveau 2, l'hypothèse, c'est le modèle en spirale. C'est une proposition, une autre façon de voir la réalité. Et enfin, niveau 3, la spéculation. C'est là qu'on trouve les idées sur la conscience. Ce sont des questions fascinantes que le modèle permet de poser, mais attention, ce ne sont absolument pas des preuves. Il faut être clair. Ce n'est pas parce que ce modèle est cohérent à l'intérieur de lui-même qu'il est vrai. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer qu'il nous invite, qu'il nous force même à penser différemment, à questionner des choses qu'on croyait évidentes. Et on va finir là-dessus avec une question qui est à la fois poétique et assez vertigineuse. Si la réalité n'est au fond qu'une question de résonance, si tout ce qui existe, y compris nous, n'est qu'une vibration dans un immense réseau cosmique, alors ça nous amène à nous demander quelle chanson sommes-nous ?